Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à nos intervenants et avec d'abord Jean Messinesi. Jean, c'est à vous. Merci Frédéric. Bien, je vais vous parler essentiellement de la crise que nous vivons et dont chacun a compris qu'elle était exceptionnelle. Elle est en fait double, c'est une crise sanitaire et une crise économique, et elle a été brutale et sans précédent. Sans précédent en effet, car les crises sanitaires que nous avions connues étaient des crises relativement circonscrites, et pour ce qui concerne les crises financières, elles avaient elles aussi été circonscrites à certains secteurs. Vous vous souvenez sûrement de la crise de l'immobilier des années 90 et de la crise des subprimes, qui était, elle, une crise financière. Mais nous n'avions jamais vu pour l'instant une crise absolument globale, globale à la fois en touchant tous les secteurs et globale parce qu'elle est aussi globale géographiquement. En effet, dans le monde, il y a eu 3 milliards de personnes confinées, ce qui fait beaucoup, et une récession donc, à laquelle presque personne, sauf peut-être les marchands de médicaments ou les fabricants de médicaments, n'échappera. En France, l'impact de cette crise a provoqué pendant plusieurs semaines une chute de l'activité économique de plus de 40%. L'urgence de la reprise et l'obligation de penser l'avenir, ce sont les deux points essentiels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le premier enjeu est celui de la reprise. En effet, il faut la promouvoir, il faut relancer l'offre et il faut stimuler la demande. Clairement, les gouvernements vont avoir un rôle important à jouer. Mais la confiance que les agents économiques, et en particulier les chefs d'entreprise, vont avoir dans l'avenir, qu'ils s'attachent à construire, sera essentielle. Il faudra bien sûr, dans un premier temps, commencer à se focaliser sur la reprise. Mais il faudra toujours tenir compte des défis de l'avenir. Et les défis de l'avenir, c'est la construction d'une économie sans doute plus au service des citoyens, plus équitable, d'une économie aussi qui prend en considération les impératifs de la transition écologique. Il faut savoir retenir de la crise les engagements qu'elle a contribué à révéler. En intégrant dans la construction de l'après-crise un certain nombre de points qui, clairement, aujourd'hui, sont devenus moins incertains qu'ils ne l'étaient autrefois. C'est le développement du télétravail, la réduction, sans doute, des voyages aériens, l'abandon de certaines productions à flux tendu et le retour à des politiques de plus grande indépendance nationale dans certains secteurs stratégiques, et je ne pense pas ici simplement à l'armement. Chef d'entreprise, c'est à vous de construire votre avenir. Chacun doit se réinventer, s'interroger sur son marché et sur la concurrence qui l'entoure. Il faut avant tout et surtout être proactif, s'appliquer à construire plutôt qu'à défendre. Il faut savoir prendre des décisions raisonnables dans les premiers temps et savoir limiter les risques, car bien entendu, au début de la reconstruction, on est fragile. La crise économique sera d'autant plus longue qu'il y aura des hésitations sur la stratégie. Il faut une plus grande concertation, une meilleure coordination entre les agents économiques. Et entre les agents économiques signifie également avec le monde du travail. Chaque chef d'entreprise doit donc se demander quel sera son apport à la reprise économique et sa contribution personnelle. Clairement, nous sommes dans une période de grande incertitude et Daniel Cohen va nous expliquer comment on peut résoudre les problèmes que posent ces incertitudes. Daniel, c'est à vous. Merci Jean. Et merci pour cette introduction. Je vais repartir d'un des points que Jean vient d'aborder,
qui est que cette crise, évidemment, va toucher l'économie, la finance, mais va descendre en cascade jusqu'aux entreprises. Ça, évidemment, personne n'en doute. Mais il faut comprendre, si vous voulez, que les crises génèrent d'autres crises, qui génèrent d'autres crises et qui génèrent d'autres crises. Et donc, c'est dans ce schéma-là qu'on va s'inscrire. Donc, mon propos, c'est d'essayer de vous faire toucher du doigt comment une entreprise peut prendre des décisions éclairées en phase de crise, donc en phase de très grande incertitude. Alors, il faut comprendre les mécanismes qui sont en place, bien les maîtriser pour arriver à construire les plans des entreprises, les plans qui vont leur permettre d'avancer. Et là, ça demande, si vous me le permettez, de revenir aux fondamentaux de ce qu'est une crise. Et vous comprendrez par la suite pourquoi il faut bien les maîtriser pour savoir agir. Alors, chacun joue son explication de ce qu'est une crise. Je vais vous faire partager celle que j'enseigne depuis 22 ans maintenant. Voilà, donc très rapidement, je vais vous balayer ce schéma qui vient de s'afficher, qui vient expliquer qu'après le début d'une crise, on a un temps de latence. Alors, quelle que soit la crise, que ce soit au niveau individuel, que ce soit un pilote de ligne lorsqu'il a un incident à bord d'un avion, que ce soit un État ou que ce soit le monde entier, ce qu'on vient de vivre, on va rentrer dans une phase qui va durer quelques secondes pour les personnes qui sont très entraînées, par exemple un pilote d'avion, ou 2 mois, c'est à peu près la moyenne aujourd'hui, ce qu'on a constaté sur le début de cette crise au niveau des États. Et ce temps de latence, depuis la nuit des temps, on ne sait pas le réduire. Alors, il y a beaucoup d'écrits académiques autour de ça. Alors, les termes que vous allez entendre, ça va être déni de réalité, sidération. Il existe toute une littérature dans tous les univers concernant ce temps de latence. Par exemple, des pilotes de ligne que je prendrai comme fil rouge parfois pendant cette intervention, et les chefs d'entreprise également. Les pilotes de ligne connaissent ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils ont beau être entraînés en simulateur à tout ce qui pourrait survenir, quand l'incident arrive pour de vrai dans la vraie vie, même eux qui ont été surentraînés ont ce fameux temps de latence. Donc, tant qu'on n'a pas été confronté à une crise, on ignore si on est résistant ou pas et quelle est la durée de ce temps de latence. Donc, ce qui s'est passé avec les 2 mois ne m'étonne pas. Et c'est ce qui va se passer au niveau des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette petite période. Après, vous le constaterez à chaque fois, chacun va jouer son explication de la crise. Recherche des responsabilités et chaos. C'est ce qu'on a eu sur les plateaux télé, tout le monde va défiler. On est dans le règne du café du commerce où chacun va pouvoir expliquer sa crise. On va tout de suite rechercher des responsabilités, même si on ne sait pas qui on recherche et comment on va les rechercher, et puis on aboutit à une phase de chaos. Et puis, petit à petit, on va aller vers ce que j'appelle la tentative de globalisation, voire beaucoup plus large, et commencer à rechercher des solutions. Là, on n'y est même pas dans la crise qui est en cours. On n'y est même pas. On est quelque part entre le chaos, tentative de globalisation et recherche de solutions. Et puis, bien plus tard, pour, comme on dit habituellement, que ça ne se reproduise pas, on aura un retour d'expérience, ce qui permettra d'être prêt au début de la crise suivante qui ressemblera à celle-ci. Mais on aura toujours un temps de latence, mais qui sera un peu plus court. Et donc, ce cycle est assez fréquent, constant, et on ne sait pas l'économiser. Donc, cette évolution naturelle d'une crise mène nécessairement vers un environnement qui deviendra flou. Alors, cet environnement flou va être également confronté à quelque chose que tous les chefs d'entreprise vont vivre, c'est une accélération du temps. Alors que ce soit dans la crise actuelle ou dans la crise que les entreprises vont vivre, on va se retrouver à prendre de plus en plus de décisions
dans des temps de plus en plus courts. Donc, plus en plus de décisions dans des temps de plus en plus courts, ben, ça donne un sentiment d'accélération. Et donc, ce sentiment d'accélération va multiplier les incertitudes, puisqu'on va prendre rapidement des décisions sans vraiment tout savoir. On va être confronté à des difficultés d'anticipation, et puis surtout, on va être confronté à un équilibre à trouver entre le court terme et le long terme. Alors là, je vais prendre un exemple pour les chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent bien. La plupart d'entre eux, aujourd'hui, ou les salariés, ou les conseils, ceux qui accompagnent les entreprises, sont confrontés à la gestion du cash. Et effectivement, il faut le traiter. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas traiter. Mais la question qui se pose quand on est dans une crise comme ça, c'est la légitimité de la survie. Pourquoi est-ce que cette entreprise doit-elle survivre? Pourquoi mérite-t-elle toutes les attentions? Vers où va-t-elle? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va on va imaginer un monde nouveau, non, mais tout simplement se poser les questions de son existence à un moment donné. Donc aujourd'hui, sous la pression, on intervient très rapidement, l'État pouvant aller jusqu'à mettre des milliards d'euros dans des entreprises dont on ne sait même pas si, à long terme, il y a une vraie justification au maintien de leur existence. Mais une fois qu'on sait où on va, ça va être tout l'objet de cette intervention, de bien faire toucher du doigt au conseil, aux chefs d'entreprise, aux salariés. Une fois qu'on sait où on va, ben ça devient beaucoup plus facile de gérer le court terme. Et je le vois tous les jours dans mon activité. Lorsqu'on sait où on va et qu'on demande à des banques de l'argent et qu'on est capable de leur expliquer aujourd'hui où est-ce qu'on veut aller avec cet argent, ben on arrive à le mobiliser beaucoup plus rapidement. Par contre, quand on arrive en disant « je ne sais pas faire la paye de fin de mois, il me faut de l'argent, et je ne sais pas vraiment où je vais, mais on verra ça plus tard parce que ce n'est pas ça l'urgence », on n'arrive pas à lever de l'argent rapidement. Donc, il faut trouver cet équilibre subtil entre le court terme et le long terme. Et donc, les entreprises doivent garder une certaine longueur d'avance sur la suite. Donc, l'objectif, c'est de gagner en agilité. Et pour gagner en agilité et pouvoir se guider, il va falloir maîtriser les risques qui vont arriver. Je vais y revenir. Organiser des processus, c'est plus important qu'avoir des objectifs au quotidien. Il faut structurer les processus dans les entreprises. Et puis, vaincre les résistances au changement. Alors, et là, l'erreur classique en phase de crise, c'est de se dire que de toute façon, face à la crise, il n'y aura pas de résistance. Pour s'en convaincre, je vous invite à voir ce qui vient de se passer dans le système de santé dans tous les pays. On a toujours les querelles entre l'hôpital public et les cliniques privées. On a toujours des tensions entre les chercheurs pour savoir lequel va trouver le premier, entre les laboratoires. Donc cette compétition-là ne s'arrête pas. Et au contraire, il faut que vous le touchiez du doigt, les résistances au changement en phase de crise sont beaucoup plus exacerbées qu'avant. Beaucoup plus. Donc on va le vivre au niveau des pays, avec la tentation de se refermer, évidemment, mais on peut le vivre également au niveau des entreprises. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'explication de la crise, c'est que tout simplement, ça se déroule toujours comme ça, rien de nouveau, rien du tout. Ça fait des millénaires qu'on fonctionne comme ça. Et donc, dans une crise, on va résister au changement, et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, demain ne sera pas différent d'hier. Au contraire, la plupart des acteurs vont essayer de retrouver très vite les positions qu'elles maîtrisaient et qu'elles connaissaient très bien. Et donc, tout le monde, toutes ces personnes vont vouloir revenir à ce niveau-là. Voilà, alors, tout ça, ça me permet d'introduire le plan qu'on va essayer d'imaginer pour son entreprise, mais surtout un plan qui doit être réalisable. Parce que imaginer des plans pour les entreprises, le meilleur plan du monde, vous allez pouvoir embaucher de très beaux cabinets qui vont pouvoir imaginer le meilleur plan du monde. Mais la question, elle n'est jamais là. Le grand problème, parce que, et puis même en interne, la plupart des entreprises,
savent très bien élaborer des plans qui fonctionnent, sans cabinet, mais bon, c'est encore mieux de les appeler, nous appeler également. Mais ce n'est pas ça le sujet. La question, c'est est-ce que cette entreprise pourra supporter ce plan? Et ça dépend de son degré de maturité. Les plans qui échouent, bon, j'ai l'habitude de dire, sont très rigides, basés sur d'anciens schémas, orientés plutôt court terme, aveugles aux freins du changement que je viens d'expliquer. Et ceux qui fonctionnent articulent le temps court et le temps long, je viens d'en parler, développent la culture de l'échec. Ce n'est pas grave aujourd'hui qu'un médicament ne fonctionne pas si on sait aller vers un médicament qui fonctionne demain. Donc ça, c'est un problème de ne pas laisser se développer une crise comme elle doit se développer. Au contraire, ne pas développer la culture de l'échec va freiner la recherche des belles solutions. Et puis, comme l'a mentionné Jean précédemment, créer les bases d'une économie positive. Soyons un peu utopistes à ce niveau-là, c'est-à-dire une économie qui va nous servir à nous aujourd'hui, mais qui va aussi servir les générations futures et ne pas leur céder que des dettes. Voilà, j'ai écrit un papier il y a quelques jours là, sur ce sujet-là. Alors, avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelles sont les dynamiques que l'on va mettre en œuvre dans une entreprise pour que le plan fonctionne. Je vous ai dit, chaque société a ses spécificités. Le meilleur plan du monde, les meilleurs conseils ne pourront pas s'appliquer à tout le monde. Et donc, il faut comprendre où est son entreprise. Donc, dans tout ça, où est mon entreprise? Où est l'entreprise que je conseille? Alors, pour ça, je vais essayer de vous rappeler ce que j'appelle les 3 dynamiques oubliées, c'est-à-dire quel est son degré de maturité. Je vais vous expliquer dans une minute ce que j'appelle degré de maturité, quelle est sa culture, et puis vous préciser ce que j'entends par ça, et quel est son schéma de gouvernance, je vais le préciser également. Donc, je vous rappelle où nous en sommes. Je vous ai expliqué que les crises se déroulaient toujours de la même façon, que les entreprises devaient s'adapter et accepter cette crise et accepter son déroulement, qu'elles devaient mettre en place des plans qui soient gagnants, mais que ces plans devaient être réalistes. Et il faut se poser ces 3 questions pour savoir si ce plan est réaliste pour son entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un degré de maturité? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, il y en a pour 60 heures de cours sur ce sujet-là, mais juste pour vous faire toucher du doigt ce qu'on entend par degré de maturité d'une entreprise. Ce qu'on entend par degré de maturité d'une entreprise, c'est le stade 1. On a des processus, je vous ai parlé de processus, non prédictifs, peu contrôlés ou réactifs. En clair, on ne voit rien. Le deuxième niveau, je vais m'arrêter là, c'est un processus qui existe et qui est mis en place. On comprend, on répète et on est réactif. Alors, je vais illustrer pour que vous compreniez. Je vends un produit et j'ai une équipe commerciale. Lorsque je suis au niveau 2, mon équipe commerciale comprend comment elle arrive à vendre et elle sait répéter l'acte de vente. Dans le niveau 1, ils vendent, mais ils n'analysent pas. Et ils ne savent pas comment ils sont arrivés à vendre. Quel est le processus qui a permis de vendre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont passé 50 coups de fil? Sur les 50 coups de fil, ils ont eu 10 personnes qui leur ont demandé une cotation. Sur les 10, il y en a 2 qui ont passé des commandes. Est-ce qu'ils ont un processus maîtrisé, éventuellement avec un CRM ou autre chose? Ou est-ce qu'ils fonctionnent en aveugle? Et puis quand ça vend, quand ça ne va pas, ça ne vend pas. Voilà, juste pour vous faire toucher du doigt ce que j'entends par niveau 1, niveau 2. Et après, on va rentrer dans des niveaux plus importants, définis, c'est-à-dire que tout est défini dans l'organisation, on peut être un peu proactif, maîtriser, on anticipe et optimiser. Alors là, c'est le Graal pour quelques acteurs dans le monde, c'est qu'on est capable de s'améliorer en avançant, c'est-à-dire qu'on crée des processus qui tirent profit de l'expérience quotidienne pour s'améliorer. Bon, ça, alors, en règle générale, quand je pose la question aux entreprises, elles se positionnent entre 3, 4 et 5, alors que la réalité, y compris Alice, c'est entre 1, 2 et 3. Mais il faut savoir où on en est.
Ensuite, on va parler des dimensions culturelles. Alors, les dimensions culturelles que j'ai l'habitude d'utiliser, ce sont celles qui viennent d'un chercheur et professeur qui s'appelle Gert Hofstede, certains d'entre vous connaissent, et qui a défini les cultures des États, mais ces cultures des États sont également transposables aux entreprises, et c'est les questions qu'il faut se poser. Alors, ça se décrit sur une dizaine de dimensions. J'en ai mentionné 6 ici, mais je vais vous commenter que la première. Par exemple, ce qui définit et qui contribue à définir la culture d'une entreprise, c'est est-ce qu'on a une distance hiérarchique forte ou pas. Par exemple, aux États-Unis, cette distance hiérarchique est souvent faible, pays anglo-saxons. Dans les pays comme la France, c'est un héritage millénaire, séculaire, c'est une distance hiérarchique forte. On est dans un schéma très vertical où on attend que l'ordre vienne du sommet. Donc, et ça, on va le retrouver dans les boîtes. Alors, ce que je dis, État, région, société, collectivité locale, c'est toujours la même chose. Il faut juste le comprendre, c'est-à-dire dans quel schéma on est, distance hiérarchique forte ou distance hiérarchique faible. Parce que la gestion des risques n'est pas du tout la même une fois qu'on a maîtrisé et qu'on comprend dans quelle culture on se situe. Après, ça va être, est-ce que c'est une entreprise qui joue autrui avant les autres, ou est-ce que c'est la collectivité qui prime, comme dans les pays du sud-est asiatique. Certains pays du sud-est asiatique, c'est les autres avant nous. Nous, en France, en particulier, c'est nous avant les autres. Mais c'est culturel, c'est ni positif ni négatif. Il faut juste comprendre dans quoi est-ce qu'on joue. La relation à l'incertitude fait partie de ces dimensions culturelles. Mais voilà, je vous invite en tout cas, ça peut faire l'objet d'un webinaire, à aller découvrir ce qu'on appelle ces dimensions culturelles de Gert Hofstede et comment elles s'appliquent aux entreprises. Et enfin, la dernière chose, je pris une petite illustration ici pour comprendre en quoi ça impacte la gestion des risques. Par exemple, taux d'accident dans le secteur aéronautique, une étude qui a été menée il y a quelques années a démontré que l'individualisme fort, distance hiérarchique forte, faisait dans les mêmes configurations 2,6 fois plus d'accidents qu'avec un individualisme faible et une distance hiérarchique faible. Voilà. Alors, ça demande à être commenté, expliqué, et là encore, c'est des heures d'explication. Mais juste pour que vous compreniez qu'il y a une relation directe entre la culture d'une entreprise et la façon dont elle va savoir gérer les risques. Donc, il ne faut pas s'étonner par rapport à certaines cultures d'entreprise que certaines gestions des risques ne se fassent pas. Enfin, dernier élément à prendre en compte pour définir l'entreprise et bien comprendre une de ces dynamiques oubliées, c'est la chaîne de gouvernance. Souvent, la chaîne de gouvernance est décrite suivant le schéma qui vient de s'afficher. Vous avez des petites boîtes qui représentent la direction financière, la direction commerciale, la direction administrative, la production, etc., etc. Et puis, chacun sait ce qu'il a à faire et on s'imagine que ça suffit pour qu'une entreprise fonctionne. En fait, il manque 2 étages. Deuxième étage que souvent, certains grands groupes perçoivent, mettent en place, c'est les courroies de transmission. Qu'est-ce que l'entreprise attend de chacune des boîtes en dessous, de chaque personne? Quelles sont les délégations d'autorité? Est-ce que, et on le voit par exemple dans la crise actuelle, entre les décisions qui pouvaient se prendre au sommet de la pyramide et puis le bas qui attendait l'ordre, et puis la mise en place de suffisamment d'autonomie dans certaines entreprises ou dans certaines organisations pour qu'au plus bas et au plus proche du terrain, on puisse prendre des décisions responsables sans référer ou en référant suivant des schémas qui existent. Et donc, voilà, dernier sujet, parce que je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, c'est l'énergie qui va se dégager de l'organisation et la dynamique d'équipe. Alors, même dans des grands groupes, ce 3e étage-là est rarement en place. C'est-à-dire que quand on ne le traite pas, ça met en place
ce que vous avez sûrement rencontré dans des grands groupes ou vécu dans des grands groupes pour ceux qui ont vécu dans des grands groupes, c'est des guerres de chapelle. Tout simplement parce qu'il n'existe pas des réunions, par exemple, des instances de gouvernance comme des CODG, des CODIR, des choses comme ça, qui regroupent plusieurs acteurs et qui les fait travailler ensemble en pleine symbiose. Et ça vient se rajouter à l'organigramme de base. Et donc, il faut savoir, là encore, à quelle entreprise on a affaire avant même d'imaginer un plan. Donc, une fois qu'on a traité ça, là, on peut attaquer le plan. Donc, une fois que le degré de maturité, la culture, la chaîne de management sont compris, il est possible de finaliser ce fameux plan. Et pour ça, il existe beaucoup d'outils. Enfin, vous êtes venus avec le sujet était comment est-ce qu'on pilote une entreprise, mais il faut comprendre et bien analyser ce qui précède en utilisant ce que je viens de vous dire pour pouvoir se projeter. Donc, l'outil que j'utilise le plus souvent, mais vous pouvez en utiliser d'autres, me concernant, c'est la gestion des risques. Quand je suis en crise, ce qui m'intéresse, c'est la gestion des risques. Et la gestion des risques, parce qu'il faut que je définisse qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette gestion des risques, elle doit se faire de façon très éclairée. Parce que le temps, vous l'avez vu, va être une ressource très rare dans la période dans laquelle on va rentrer. Et il ne faut pas se tromper. Et pour ne pas se tromper de combat, je propose en tout cas d'utiliser un outil qui est la gestion des risques. Il y en a d'autres dont je pourrais vous parler, mais je vais vous parler de la gestion des risques dans le contexte dans lequel on se situe ici. Alors, cette gestion des risques va nous permettre, en tout cas, d'essayer de vaincre les résistances au changement et mettre en place des processus qui fonctionnent et adaptés à l'entreprise en question. Alors, comprendre une chose à ce stade, c'est que la gestion des risques existe de deux façons, dans une phase défensive et dans une phase offensive. Alors, si je rapporte ça à une entreprise, il y a ce que la société peut faire lorsqu'une crise survient pour résoudre des risques connus par avance, c'est-à-dire qu'elle élabore des plans, et puis ce qu'elle peut faire pour éviter que les risques ne deviennent des problèmes et ne se transforment en crise. Prenons les restaurateurs, un sujet d'actualité. En phase défensive, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas qu'il y ait des contaminations au sein de leur établissement, ce qui obligerait leur établissement à fermer. Donc, ils vont mettre en place des mesures barrières, comme on dit. Là, c'est une action de gestion des risques en phase défensive. Avant que le problème et la crise ne surviennent, c'est-à-dire je ne veux pas avoir une crise de contamination dans mon établissement, je mets en place, donc je suis dans une phase défensive. En phase offensive, c'est souvent des choses que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que pour mes restaurateurs, est-ce que le public va revenir? Et donc, je vais imaginer ce risque, mais je ne pourrai pas l'empêcher de survenir. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de travaux à faire en amont, peut-être commerciaux, peut-être marketing, communication, mais ce n'est pas ça qui fera au bout du bout que les personnes vont arriver. Donc là, je vais réfléchir à ce risque en me disant, si jamais je n'ai que la moitié de la fréquentation habituelle, qu'est-ce que je fais? Et donc, je vais essayer d'imaginer à l'avance ce que je vais mettre en place si je me rends compte que je n'ai que la moitié de la fréquentation habituelle, de façon à construire mon plan de risque en phase offensive. Alors, je regarde le temps, je ne voudrais pas déborder du temps qui m'a été octroyé. Donc, les prérequis pour cette maîtrise des risques, c'est est-ce que je suis capable de les identifier un par un dans ma petite entreprise? Est-ce que je peux les mesurer et les hiérarchiser? Quels sont ceux qui sont les plus importants? Répondre par des plans d'action. Donc, dans mon grand plan d'action, je vais mettre des sous-plans d'action pour chacun de ces risques. Et c'est ça, les vrais plans d'action qu'il faut mettre en place quand on est dans une phase de crise. Et puis, mettre en place du suivi. C'est-à-dire que, évidemment, une fois que le plan est là,
il ne faut pas oublier de suivre pour savoir à quel moment est-ce que les critères sont établis et que je dois agir. Alors, on va répartir, pour comprendre, et c'est souvent, je vais prendre l'image de la crise actuelle, ça va vous parler tout de suite. On a deux axes pour partager de façon très simpliste à ce stade. Probabilité d'apparition faible d'un risque, une probabilité d'apparition forte. Est-ce que c'est un impact faible ou un impact fort? Un impact faible, c'est que ça ne coûte pas grand-chose. Un impact fort, c'est que ça va mettre au tapis la société quand on est à l'impact le plus fort. Et donc là, je vais répartir mes risques en 4 cases. Ce que j'ai l'habitude de dire, ce qui est sur le côté gauche, c'est-à-dire impact faible, probabilité d'apparition faible ou forte, on s'en fiche, on n'a pas le temps de s'en occuper, ça va coûter peu à la société, ça ne coûtera pas sa vie, on ne va pas perdre de temps à les suivre. Souvent, on va lister ici des choses très importantes et on va y consacrer du temps alors qu'il ne faudrait pas, on n'a pas le temps. Il faut se concentrer sur le côté droit. Le côté droit, c'est ce qui peut avoir un impact fort. Alors, probabilité d'apparition forte, c'est-à-dire qu'on sait que ça peut survenir, c'est-à-dire risque de survenance dans un établissement de restauration de l'arrivée d'un virus. Oui, ça peut vraisemblablement arriver dans les semaines qui viennent. Donc, on va le mettre là. Probabilité d'apparition faible, c'est souvent ce qu'on oublie. Et c'est pour ça que je le mets en rouge, parce que c'est ça qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Alors, je vais prendre un exemple plus général, la crise qui vient de survenir. La crise qui vient de survenir, on s'est rendu compte que depuis des décennies, on parle de la possibilité, et pas uniquement les films, les séries télé qui ont largement exploité le filon, mais également des scientifiques très sérieux qui ont écrit sur le sujet. Mais même si l'impact était très fort, la probabilité d'apparition étant faible, on l'a petit à petit, on l'a vu dans l'histoire de la gestion des masques en France, petit à petit on l'a sorti des radars. Et donc ce qui vient de se passer à l'échelle de la France avec l'histoire des masques et à l'échelle de plusieurs pays par rapport à ce type de pandémie, il faut comprendre qu'au niveau de l'entreprise, on va vivre la même chose, exactement la même chose, c'est-à-dire que les risques, les probabilités d'apparition faibles et avec des impacts forts, on va avoir tendance à ne pas les suivre, alors qu'il faut les surveiller et les surveiller fortement parce que c'est ce qui pourra mettre à mal l'entreprise dans quelques mois ou dans un an. Et c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc, la gestion des risques, c'est également, on le verra, on l'a vu, pardon, la culture d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait ne pas se concentrer que sur les évidences maîtrisables? Est-ce qu'on sait ne pas sortir des phrases comme « notre taille nous met à l'abri d'eux » ? Alors là, je vais vous rapporter, parce que « notre taille nous met à l'abri d'eux », vous allez dire « mais ça fait longtemps qu'on en parle, il n'y a personne qui est capable de vous sortir ça ». Ben non. Voilà, un de mes conseillers financiers, je m'inquiétais sur l'avenir des avoirs de la société, m'a dit « mais écoutez, voilà, si nous on a des problèmes, c'est que plus rien ne va, c'est juste impossible. » Et donc, il me sort encore la fameuse phrase « notre taille nous met à l'abri d'eux ». Et ça ne doit plus exister. On voit bien que des grands groupes peuvent disparaître. Donc, il faut, et ça c'est culturel, ne pas penser que cela n'arrive qu'aux autres, et ça c'est quotidien, et ne pas penser qu'une crise est trop spécifique pour être imaginée. Depuis le temps que j'enseigne ça, je me suis rendu compte que toutes les crises avaient été imaginées, il n'y en a aucune qui ne pouvait pas être imaginée, et c'est la même chose pour les entreprises. Il n'y a aucune crise d'une entreprise qui ne pouvait pas être imaginée. Mais c'est une question de culture d'entreprise, bien le comprendre. Alors après, techniquement, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, on élabore un registre des risques qui contient une synthèse de tous les risques de l'entreprise, quelles sont la nature, quelle est la cause, quels sont les événements, les conséquences, l'impact, la probabilité d'apparition, etc. Et quand on fait ce registre des risques, chaque semaine, on va le corriger, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des risques là-dedans et on va en faire sortir d'autres. Parce qu'on peut suivre à l'échelle d'une entreprise une vingtaine de risques majeurs, grand maximum, pas plus. Il faut être réaliste.
Mais par contre, il faut être concentré là-dessus. Et puis, une fois qu'on les a traités, ils peuvent sortir parce qu'on a élaboré des plans. Et puis, on passe au suivant. Et puis, on est très vigilant quant au risque de dérapage qui peut survenir. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur ce qui peut arriver dans votre entreprise et ne pas être dans un mode réactif permanent. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, vous réagissez. Il se passe quelque chose, vous réagissez. À la fin, c'est usant. Alors que l'on sait les prévoir, les travailler sereinement et préparer les plans qui vous empêcheront d'arriver au cœur d'une crise profonde pour votre société. Voilà, après, c'est un exemple que vous pourrez voir par la suite en replay ou poser des questions. C'est juste pour illustrer. Et même chose, voilà un schéma classique de registre de suivi des risques. Qui est-ce qui suit, nommé pour quand est-ce qu'on attend un résultat d'une action, qui fait quoi pour quand, enfin, j'ai l'habitude de le répéter souvent en interne chez Alice, le qui fait quoi pour quand reste quelque chose de très important et qu'on ne se pose parfois pas suffisamment. Voilà. Après, éviter, très important, de basculer vers la bureaucratie. Parce que, vous l'avez vu avec toutes les normes, à un moment donné, à force de sortir des plans comme ça et des schémas, on finit par oublier qu'on peut passer dans l'hyper-formalisation, dans l'hyper-coordination, etc. Ce qui fonctionne, c'est une formalisation minimale. Plus simple, c'est le mieux. Des mécanismes de coordination et une grande spécialisation des tâches des acteurs que l'on a dans l'entreprise. Donc, veiller, lorsqu'on met en place dans cette hyper-bureaucratie qui couve partout, et on l'a bien vu, enfin, les dégâts dans les autres, pour couvrir certains risques dans l'hyper-bureaucratie. Ça, c'est le grand problème de la gestion par les risques. Voilà, après, je vais balayer les slides suivantes rapidement, mais c'est pour introduire, si tout cela vous intéresse, des prochains webinaires, c'est comment on peut organiser un chaînage virtueux dans les sociétés d'une certaine taille pour irriguer cette culture nouvelle qui va se déployer entre les leaders, les relais sur le terrain et toucher à l'organisation, ce qu'on appelle le cascading. Enfin, ça demande un traitement à part entière, mais il existe des techniques pour que tout ça se mette en œuvre, fonctionne et vive dans une entreprise. Et puis surtout, piloter. Piloter, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des baromètres de mesure des risques, des baromètres de mesure du changement. Ça existe. Et donc, grâce à ces baromètres, on a une connexion au terrain qui permet de voir comment cette nouvelle impulsion qu'on a mis en place va nous permettre d'évoluer. Voilà, donc, en synthèse, bien comprendre comment les crises se déroulent pour comprendre pourquoi ça crée des crises au niveau de nos entreprises et d'autres petites crises, que la gestion du changement et les freins au changement vont se développer au maximum, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'il faut partir des critères spécifiques de l'entreprise, que sont sa maturité et tous les points que je vous ai mentionnés, pour construire un plan avec un des outils, parce qu'il en existe plusieurs, comme celui de la gestion des risques, piloter cette gestion des risques et arriver à avoir un plan qui fonctionne. Donc, on est très loin des plans qui se concentrent uniquement sur la gestion de la trésorerie. Ça en fait partie, bien évidemment, mais il faut prendre une longueur d'avance pour ne pas s'épuiser dans une course qui commence aujourd'hui, qui ne fait que commencer et qui va durer des mois, et pour certains des années, on verra bien. Merci en tout cas, et je vous propose de passer à une phase de questions-réponses où Jean et moi-même, on pourra répondre et n'hésitez pas à nous solliciter.
Merci Daniel, merci Jean. Alors, nous avons eu plusieurs questions pendant la session. Ces questions, je les ai passées à travers le chat à Daniel. Je pense qu'il est en train de les consulter. Et donc voilà, ce sera à lui de réagir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Alors, voilà, je vois les premières questions qui s'affichent. Alors, je les prends en vrac, hein, vous m'en voulez pas. Je les prends en vrac telles qu'elles arrivent. Alors, le fait que les cadres français vont moins travailler à l'international que les autres, pèse-t-il dans les problèmes d'adaptation aux crises? Jean, est-ce que cette question t'inspire? Ou est-ce que tu... Je ne suis pas entièrement sûr que une spécificité française soit justement cette méconnaissance du travail à l'international. J'ai vécu 6 ans de ma vie aux États-Unis, mais cela dit, j'étais loin d'être le seul et je connais plein de gens qui ont une véritable culture internationale. Je pense que parfois les pesanteurs domestiques et les pesanteurs en France font que, en dépit de l'expérience que certains cadres internationaux, certains cadres français qui sont très compétents en matière internationale et surtout qui ont eu une très grande exposition aux mœurs et aux façons de raisonner et aux façons de travailler d'autres pays, et bien je pense que les pesanteurs françaises parfois brident le développement de leur talent. Ok, alors, existe-t-il des techniques de management pour atténuer l'accélération post-crise? Bon, je vous avouerai que c'est un peu l'objet de l'intervention que l'on vient de faire, que de montrer que les techniques de management aujourd'hui peuvent évidemment atténuer l'accélération post-crise, puisque c'était mon propos. Peut-être la question a été posée pendant l'intervention, mais à partir du moment où on met en place ce que je vous ai indiqué, on est loin de la confrontation quotidienne avec le terrain par moment, au moment où on met en place les projets que je vous ai proposés. Et donc, on se retrouve, si possible, on n'est plus dans cette accélération. Alors, j'ai une image que je prends souvent, même si j'ai horreur parfois de fonctionner par analogie, mais ça permet de poser les choses. C'est quelque chose, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de discuter avec des pilotes de Formule 1 et autres, ils vous expliqueront qu'ils doivent être dans l'anticipation permanente pour ne pas perdre le contrôle de leur véhicule. C'est-à-dire que un quart de seconde avant chaque virage et avant chaque mouvement, il faut qu'ils l'aient visualisé pour l'exécuter. Et donc, à l'échelle des entreprises, lorsqu'on est dans une crise comme ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on ne veut pas se prendre le mur, il faut qu'on ait anticipé chacun des actes de gestion, commencer à y réfléchir, même petitement, chacun en fonction je vous ai présenté les 3 grands thèmes, qui étaient la culture, qui était la chaîne de management, etc., qui était la maturité des entreprises. Donc, une fois que vous savez où vous êtes, petitement, chacun, ou de façon plus importante, il faut prévoir la suite. Si vous êtes en réaction permanente, à un moment donné, vous finirez par vous prendre le mur. Donc, comme ce pilote qui n'anticiperait pas. Et ça, c'est vrai au quotidien dans les entreprises. Donc, c'est vraiment contre-intuitif, mais le nombre de fois que je l'ai mis en place au cours de ces 20 dernières années, permet d'être clair et d'être affirmatif que dans une entreprise en très forte crise, plus elle est en très forte crise, et moins la gestion immédiate du cash s'impose. Mais c'est tellement contre-intuitif que les entreprises ont du mal à faire entre nous.
Oui, nous avons une question qui vient d'arriver là. C'est comment aborder avec un dirigeant la question de non-viabilité de son entreprise dans le contexte actuel? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comment aborder avec un dirigeant la question de la non-viabilité de son entreprise dans le contexte actuel? Alors, d'abord, il faut être sûr de la non-viabilité de son entreprise. Bon, il faut pas. Et puis être d'accord sur ce qu'on appelle la non-viabilité des entreprises. Si vous voulez, Jean, tu n'hésites pas à intervenir, hein, je ne veux pas. Et compléter. Il faut faire très attention par rapport à ça. Si vous voulez, une entreprise peut mériter de vivre, même si elle perd de l'argent. Parce que, et on le voit aujourd'hui sur les débats autour de l'hôpital qui perd de l'argent, d'ailleurs, il faudrait intégrer les cliniques privées et tout le monde, hein, tout le système de santé là-dedans, c'est de comprendre quel est le service rendu et savoir si, pour ce service rendu, on peut accepter de perdre de l'argent et d'avoir des compétences qui sont préservées pour un milieu donné. Voilà. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise en question n'apporte rien? Bon. Parce qu'elle peut perdre de l'argent. Et quelle est son histoire future? Quelle peut être sa contribution au futur d'un secteur d'activité? Et ça, bon, bien l'avoir en tête, bien l'avoir en tête, bien le maîtriser. Et si on se dit, OK, il n'y a pas de futur, pas d'apport à la collectivité, elle va perdre de l'argent tout le temps, il n'y a pas de plan. Donc, à partir de là, ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est qu'il faut former le client. Il faut le former, il faut le prendre. Et moi, je m'en suis rendu compte au cours de nos interventions. Je me suis rendu compte que si très tôt, j'expliquais au client comment on allait faire, comment on allait agir, alors sur le moment, il ne fait pas très attention. OK, je viens lui expliquer notre méthode, la façon dont on va intervenir chez lui. Il ne fait pas très attention. Et puis, je vais le répéter une deuxième fois. Et puis, le jour où j'ai besoin de m'appuyer là-dessus et que je reviens une troisième fois, il est plus à l'écoute. Et c'est la règle des 3 fois, c'est-à-dire pour que quelqu'un intègre un message, souvent il faut le répéter 3 fois. De façon différente, hein, évidemment, subtile, mais il faut le répéter 3 fois. Donc comment l'aborder? Vous l'abordez en amont, quand vous commencez à rentrer dans votre mission, en disant on va se poser la question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il faut quand même s'assurer que oui, non, il va vous dire oui, en pensant que jamais il sera confronté à ça. Puis une deuxième fois sous une autre façon, et puis le jour où vous avez vraiment besoin de l'aborder, petit à petit, ça s'est distillé dans son esprit et il est prêt à parler de la viabilité de son entreprise. Merci Daniel. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Une qui concerne les équipes de retournement. Doivent-elles s'effacer? Si elles sont externes, évidemment, doivent-elles forcément s'effacer lors du redéploiement? C'est une bonne question. Disons que ça dépend de l'équipe de retournement et de la valeur ajoutée qu'elle peut avoir. Si l'équipe qui intervient ne sait faire que du retournement et n'a aucune valeur ajoutée par la suite, ça sert strictement à rien que le client la maintienne en activité. Quand il s'agit d'équipes, j'ai compris dans la question qu'il s'agit d'équipes de retournement externes. Donc, une équipe de retournement externe qui intervient va accompagner le dirigeant, par exemple, dans l'élaboration de son plan. Il va le mettre en œuvre. Et puis, si l'entreprise n'a plus de valeur ajoutée, il faut qu'elle parte. Aujourd'hui, et moi, c'est ce que je recommande dans ce métier du conseil un peu particulier aux entreprises en difficulté, c'est de ne pas hésiter, nous on n'hésite pas, à partager le risque avec le client, ce qui peut le rassurer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé cette période très dense, intense,
de lui dire on continue à vous accompagner, mais on partagera les fruits de la réussite et on ne va pas vous demander de nous payer comme vous pourriez nous payer habituellement. Et là, pour répondre à cette question, s'assurer qu'on est bien capable d'avoir une valeur ajoutée par la suite. Et deuxièmement, accepter le risque, de porter une partie du risque, puisqu'on parle du risque depuis tout à l'heure, partie du risque de la réussite pour bien faire comprendre aux clients qu'on croit dans son rebond et qu'on est prêt à partager ce risque avec lui. Jean, si tu as des souhaits de commentaires ou... Non, tout ça me semble très, très exact et très limpide. Toi, tu l'as vécu au niveau du tribunal de commerce de Paris, et tu sais très bien quel est à quel point les cabinets extérieurs qui interviennent sont suivis par le tribunal, et c'est une très bonne chose, quant à leurs honoraires, et c'est un débat long. Oui, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. J'ai une autre question pratique à vous soumettre, messieurs, mais très pratique. C'est qui doit, alors on a parlé du registre des risques, mais qui est responsable dans une entreprise de ce registre, dans une grande entreprise et dans une PME? Qui est la personne, le responsable? Alors, dans une PME, on ne va pas chercher très loin, c'est le patron. Parce que c'est lui le principal frein au changement. Les salariés de PME le savent. Le principal frein au changement, c'est souvent le patron. Et puis, je n'étonnerai peut-être pas grand monde en disant que même dans des grands groupes dans lesquels on a pu intervenir, à un moment donné, les freins au changement ne se situent plus au niveau de la base, mais touchent le sommet. Donc, classiquement, une PME, une ETI, c'est le patron. Un très grand groupe, en règle générale, on va nommer un patron de la transformation, mais attention, celui qui doit être garant du plan de transformation, c'est l'équipe dirigeante au sommet de la pyramide qui, étonnamment, et il faut qu'ils le sachent, et par exemple, pour revenir à une des questions qui était posée tout à l'heure, je leur dis dès le départ, vous verrez qu'un jour ou l'autre, alors que pour l'instant, vous vous plaignez de vos salariés, ceux qui seront les principaux freins au changement, ça ne sera plus les salariés de l'entreprise, mais ça sera vous, tout à fait en haut de la pyramide. Alors, ils entendent ce message en se disant sûrement pas. Et puis, 2 ans plus tard, on en reparle et ils se rendent compte que, voilà, à leur insu, ils ont développé des freins. Bien, merci. Nous avons encore une nouvelle question. Les entreprises en RJ, alors ça peut concerner Jean plus particulièrement. Donc, je répète, les entreprises en RJ peuvent-elles bénéficier des aides ou le risque est-il structurel, donc antérieur au Covid? Donc, les entreprises, les prêts garantis par l'État, en fait. Les entreprises en RJ peuvent-elles bénéficier des prêts garantis par l'État? Jean, on en a beaucoup parlé cette semaine. Parce que là, il y a une grande confusion qui règne par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux commencer. Puis, Je préférerais que tu commences, Daniel, parce que merci. Tu connais le sujet mieux que moi, finalement. Alors, pour répondre à cette question et pour le vivre au quotidien, normalement, on va passer en revue, et en sachant que je ne suis pas un juriste, je laisserai les juristes s'exprimer plus là-dessus, je tiens à le préciser. Normalement, au niveau européen, il y a eu un assouplissement extraordinaire des règles d'intervention dans les entreprises en difficulté. C'est-à-dire que là où les États se faisaient taper sur les doigts, dans cette crise-là, c'est à saluer, l'Europe a assoupli ses règles et a décidé que tout le monde basculant en difficulté, à partir du moment où il y avait une justification à maintenir en vie certains acteurs, évidemment, ils ont cadré un petit peu les choses. Il n'y a pas d'interdiction à intervenir dans une entreprise en difficulté. Donc ça, à bien noter, c'est-à-dire que l'Europe a assoupli les règles. Souvent, on dit, attention, l'Europe nous interdit de... Donc là, l'Europe a assoupli les règles. Au niveau français, dans un premier temps, les entreprises en difficulté étaient exclues du PGE.
Puis, elles ont été intégrées avec une phase où des ordonnances sortent en reprenant pas, etc. Et où, aujourd'hui, dans l'application au quotidien, tout dépend des capacités de négociation et le type d'acteur que l'on accompagne. Moi, c'est ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire qu'en fonction de l'acteur, on arrive parfois à faire passer des dossiers, parfois on n'y arrive pas. Mais voilà, la réponse, elle n'est pas non, parce qu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui sortent. Donc la réponse n'est pas non, mais c'est pas un oui franc et massif. En fait, il n'y a pas une règle tout à fait claire en France dans ce domaine. Et ça dépend beaucoup, je pense, de la difficulté que rencontrait l'entreprise et surtout de la façon dont le dirigeant est capable d'expliquer aux banques, d'abord à sa banque, que sa survie est de toutes les façons assurée. C'est-à-dire qu'il ne va pas basculer en LJ à la fin de sa période, à la fin de sa procédure avec le tribunal. Exact. Messieurs, je vous remercie. Nous avons passé l'heure. Je pense que c'était un webinaire passionnant. Je remercie tous nos participants, tous nos auditeurs, notre audience, en leur rappelant que s'ils ont encore des questions à nous poser, ils peuvent le faire même quand le webinaire est terminé, en allant sur le site zalis.fr, sur la fiche contact, et là, vous pouvez nous poser des questions qui seront répondues par nos experts et qui pourront, pourquoi pas, faire l'objet aussi de nouveaux webinaires. Voilà. En vous remerciant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez un mot de la fin, messieurs, à vous. Jean, je te laisse la priorité. Eh bien, moi, j'ai trouvé l'intervention de Daniel très passionnante. Merci. Alors, je vais dire que la tienne l'était également, pour aller puiser dans nos cultures orientales communes. Et écoutez, voilà, c'était un exercice où j'ai essayé de sortir ce qui vient d'un enseignement académique et puis qui est utilisé au quotidien chez Alice,